contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA, en direct donc du Centre des Congrès de Québec. On parle du continuum des soins de longue durée, notamment des innovations internationales, avec notre invité du jour, le professeur Philippe Voyer. Bonjour Philippe et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous décrire certaines des innovations en matière de soins de longue durée que vous avez pu observer à l'international? Oui. En fait, je vous dirais que l'innovation principale pour moi que je vois dans certains pays, c'est de développer des services centrés sur les besoins des gens. Et non seulement de créer un service quelconque et de l'offrir dans l'étendue d'une région, d'une province ou d'un État. Si bien qu'on va pouvoir voir des fondations, des organismes privés, des OBNL qui vont dire, ben écoute, moi je sens vraiment auprès de ma clientèle ou auprès de la population locale qu'on a besoin de répit. Et là, ils vont dire qu'il y a besoin de répit de jour. Alors, ce que ça fait en sorte, c'est que s'ils se rendent compte qu'il y a besoin de répit énormément, bien, ils vont faire 2 groupes de répit de jour, donc 2 centres de jour. S'il y en a besoin de 3, ils s'adaptent à la clientèle, ils sont très proches. Quand on a une planification qui est plus top-down, qui est plus administrative, on dit, bien là, on va faire un centre de jour dans différentes régions. Bien, finalement, là, les besoins dépassent rapidement les capacités, ce qui fait que là, ils vont dire, bien, on va limiter à une fois par semaine. Après 6 semaines, on va vous demander une pause. Puis là, finalement, les bénéfices qu'on aurait du centre de jour vont disparaître tranquillement parce qu'on n'aura pas l'intensité requise. Fait que ça, c'est un peu les avantages que je vois dans certains pays qui sont beaucoup plus proches de leur population et deviennent très agiles. Ils vont développer des centres de soir, ils vont développer des répits de nuit, des répits court terme, des proches, par exemple en Suisse, des proches qui disaient, tu sais, vraiment, l'été, je trouve que si ma mère, elle aimait tellement être en montagne et tout ça, bien, il y a une fondation Prime Roche qui a acheté, avec ses bénéfices qu'elle a fait, une fondation, un camp de vacances qui avait un hôtel. Puis là, finalement, bien, il y a des années qui vont plus seulement l'été, mais à l'année longue, l'hiver également, qui ont des troubles cognitifs, qui ont des pertes d'autonomie, mais ils ont toutes revu les installations. Donc, d'être très près de sa population fait que je vois qu'il y a plus d'innovation, plus de créativité. Puis là, je pourrais vous en donner des exemples en France, en Hollande, en Suède, en Norvège, etc. Mais vraiment, le mot-clé, c'est la proximité. Proximité entre les besoins puis les prestataires de services. Et est-ce que vous avez vu peut-être des modèles comme ça au Québec ou des choses que vous venez de citer qu'on pourrait importer assez facilement? Bien, c'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les modèles des maisons Gilles Carle, Maison Gilles Carle, c'est un très beau modèle pour les centres de jour et du répit de nuit. Sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un niveau de financement qui est devenu au niveau du gouvernement. Et là, on a commencé à ouvrir des maisons Gilles Carle. Et là, on a mélangé le politique à l'ouverture. Alors qu'il y a quand même d'autres organisations qui offraient des centres de jour, qui offraient du répit, mais que finalement n'étaient pas de nomination Maison Gilles Carle, fait qu'il n'y avait pas l'appui financier, mais il y avait une population auquel ils devaient répondre des besoins. Il y avait de la difficulté à répondre aux besoins. Donc, au Québec, c'est comme si on a eu des bonnes initiatives, mais plus une intervention gouvernementale, pas parce que c'est des mauvaises personnes et tout, mais c'est parce qu'on amène de la gestion. On a un écart entre les besoins d'une population et les gens qui prennent la décision. Mais à ce moment-là, c'est clair qu'on est moins efficace comme processus pour offrir des services. Donc, c'est pour ça, par exemple, la France, beaucoup des services de santé sont offerts par les municipalités. La Norvège, c'est la même chose. Donc, c'est délocalisé? C'est la décentraliser, là, c'est tellement important. Puis, il faut donner des moyens financiers. Donc, le fédéral ou le gouvernement national peut offrir, dans le fond, du financement, soutien, ouais. Mais il faut vraiment que le processus décisionnel soit le plus possible par les organisations locales. Et est-ce que, du coup, on pourrait dire qu'on est un peu trop réglementé à ce niveau-là, ici au Québec? Oui, bien en fait, on a plusieurs programmes. Donc, on a un programme souvent pour un service. Donc, une manière de contourner ces enjeux-là, qu'on va voir par exemple en France, ils vont évaluer, dans le fond, l'autonomie d'une personne et selon son niveau d'autonomie, il va avoir droit à du financement. Donc, c'est du financement au niveau de la perte d'autonomie, puis il va pouvoir donc s'acheter des services. Okay. Ce qui fait que si vous êtes dans une ville, un village, une région où il y a une forte densité de personnes âgées, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va avoir le développement de plusieurs services. Parce qu'évidemment, les entreprises privées, les organismes communautaires,
Les organisations à but non lucratif, les entreprises à but non lucratif, vont développer des services là, parce que finalement, les gens ont la capacité de payer qui vient avec le fait que c'est financé par le public selon leur niveau de perte d'autonomie. Et donc, ça fait des niveaux de réactivité qui sont beaucoup plus rapides pour, dans le fond, les régions puis répondre aux besoins finalement de leur population. Je comprends bien. Et puis, alors, vous, il y a quelques temps, vous avez eu une conférence au congrès du RQRA où vous abordiez également le guide phare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en quelques mots? Oui, bien, le guide phare, justement, c'est... moi, ma passion, il y en a qui collectionnent des timbres, je ne sais pas, ils font du miel. Moi, dans le fond, c'est les secteurs d'hébergement qui me passionnent depuis 1993, si bien que je visite quand même beaucoup à l'international des milieux innovateurs. Au Québec, j'ai participé à beaucoup de projets, dont des projets vitrines pour le ministère, pour créer des milieux d'hébergement novateurs. Également, j'étais impliqué dans les maisons des aînés. Oui. Puis, j'ai aussi participé à des ressources intermédiaires et des résidences personnes âgées qui ont grandement innové. Pour citer Maison l'Étincelle, Humanité, par exemple, à Québec. Donc, évidemment, ces réalisations-là et les effets positifs sur la population, sur le personnel, a attiré un peu l'attention. Et là, les gens me demandaient, Philippe, tu pourrais-tu nous conseiller? On veut rénover une unité. On veut construire un nouveau centre, et ainsi de suite. Fait que c'était beaucoup au début par l'architecture et le design. Mais c'est pas juste ça, finalement, créer un milieu de soins ou d'accompagnement pour des gens à perte d'autonomie qui soit le plus optimal possible. Et finalement, bien, avec le temps, puisque c'était impossible pour moi de pouvoir accompagner les gens adéquatement qui en faisaient la demande, bien, j'ai créé le guide phare, justement. Un phare, pourquoi j'ai pris cette appellation-là? C'est parce que, justement, un phare, ça nous dit un peu dans quelle direction s'en aller. Hein? Ça nous fait éviter aussi des récifs, ça nous guide. Mais ce n'est pas le capitaine du bateau. Pour moi, le propriétaire du RPA, avec son équipe, doit demeurer propriétaire. Le capitaine qui, dans le fond, va diriger, mais avec certaines balises que je vais les aider à éviter de faire des erreurs et peut-être d'arriver davantage à la destination pour avoir les meilleurs résultats. Fait que le guide, il y a 14 catégories d'éléments centraux pour offrir, dans le fond, un milieu de vie optimal pour les gens avec des troubles cognitifs ou en perte d'autonomie. Il y a plus de 200 critères également à répondre. Et le guide, il y a autant un guide de formation, il y a des séries de webinaires qui sont préenregistrés pour essayer d'accompagner, dans le fond, le plus de gens possible, compte tenu des capacités que j'avais. Là. Et quels sont les retours, peut-être au début, quand on est gestionnaire de RPA et qu'on découvre ce guide phare? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose qui nous aiguille, qui nous outille? Est-ce que vous avez des bons retours de la part des gestionnaires? Oui, en fait, les gens, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est d'avoir une idée de où est-ce qu'il se situe comme premier élément. Donc, ça permet de voir, parce que chacune des catégories, les gens obtiennent un résultat aussi quantifié, exactement. Et là, bien, ils peuvent voir, bien, crime, je suis vraiment très bon là-dedans. Ah, bien, ça, c'était un petit peu dans mon angle mort. Je ne savais pas que c'était si important, peut-être, de s'intéresser à cette dimension-là. Donc, ça, je pense que les gens trouvent ça intéressant. Puis par la suite, d'avoir vraiment la série de webinaires pour chacune des catégories, ils ont le contenu pour pouvoir s'améliorer eux-mêmes. Donc, ils ont tout entre les mains. Fait que dans ce sens-là, les gens, le retour est très positif parce qu'ils voient le côté éducatif à la chose. Je comprends bien. Et puis, est-ce qu'il y a un bénéfice, on va dire, de ce guide phare qui ressort un peu plus que les autres au niveau notamment des gestionnaires de résidence? Bien, je vous dirais qu'au départ, les gens vont beaucoup vers le guide phare pour l'aspect architectural, pour savoir comment faire une résidence. L'aspect design aussi, les salles thématiques. C'est beaucoup ça qui attire au début les propriétaires. Hein? Souvent, les propriétaires, c'est ça, ils veulent avoir un beau bâtiment. Ils veulent avoir finalement une unité qui soit le plus adéquate possible. Fait que c'est souvent ce critère-là qui va les intéresser. Mais le premier critère, on les pose la question, puis ça fait peut-être un lien avec une conférence qu'on vient d'avoir dans le cadre du congrès avec Mme Brochu. Le premier élément, c'est de déterminer votre mission puis vos valeurs. Parce que si vous dites, chez nous, là, vous allez être soigné à l'heure et vos pilules seront passées à l'heure, bien, tu sais, vous dites, tu viens de créer un centre qui va avoir pas mal plus d'un hôpital qu'un centre d'hébergement. Si ce que vous mettez comme valeur, vous, c'est l'aspect intergénérationnel, c'est l'aspect le contact humain, c'est de prendre le temps, bien, tout de suite, ça va venir vous influencer dans les choix que vous allez faire sur le plan architectural, sur vos salles thématiques, sur les activités que vous allez mettre en place. Donc, ça les surprend un petit peu au départ de dire « Oh, attends un petit peu là, OK, il faut que je réfléchisse à ça. » Moi, je voulais tout de suite m'intéresser à l'architecture, mais ça vaut la peine parce que ça vient influencer, dans le fond, l'architecture même de l'organisation. Parce que lorsque, par exemple, je suis avec une organisation qui, mettons, pour citer la Maison l'Étincelle, qui dit « Je veux mettre l'étincelle au quotidien dans les yeux
bien là, on cherche à avoir des points de rencontre, on cherche à faciliter la réalisation d'activités en groupe, par exemple. Si dans un autre environnement, on dit, bien nous, c'est davantage la nature, d'aller à l'extérieur, dans notre région, nous, les gens, là, ils vivent à l'extérieur, etc. OK, bien finalement, peut-être que si on y va en hauteur, on va se créer des terrasses. On va pas juste se mettre des balcons. On va se donner une cour extérieure qui va être peut-être différente, un angle différent du bâtiment sur le terrain, parce que c'est ça que vous valorisez pour vous, les gens. Vous me dites, dans cette région-là, la chasse, la pêche, la vie extérieure, le camping, c'est ça qui vous anime, vous aussi, puis votre clientèle principale. Bien, il faut que dans nos choix, ça le reflète en tant que tel. J'ai l'impression que ça permet en fait aux résidences de personnaliser un peu plus leur service et le contexte dans lequel elles accueillent les personnes âgées. Totalement. Parce que du moment que les gens disent, écoutez, moi, là, ce que je veux, c'est faire de l'innovation. OK, on est innovant comment? Dans les approches, dans la formation, dans les technologies qu'on met en place, dans les services qu'on va offrir. Bien, tout à coup, si vous dites, bien, on veut être innovant, ça veut dire quoi pour vous? Bien, dans certains centres, ça l'a fait en sorte justement qu'on a mis des lits de répit, on a mis un centre de jour. Il y en a pour lesquels on a mis dans la cour extérieure des poulaillers, des choses comme ça, des chèvres. Et, bien évidemment, c'est parce qu'ils voulaient innover dès le départ. Fait qu'il faut qu'on en mette des points d'innovation. Il y en a qui ont pris l'intergénérationnel. Il y en a qui ont mis l'intégration communautaire. Fait qu'on a mis un salon de coiffure qui est accessible aussi pour les gens à l'externe. Donc, tout ça vient influencer parce que moi, en posant cette question-là, je les oblige à dire, bien, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, automatiquement, vous devez répondre à ça parce que ça va influencer tout le reste. Je comprends bien. On arrive tout doucement au bout de l'entrevue, le temps file. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à passer aux gestionnaires et aux propriétaires de résidences qui nous écoutent? Oui, bien, peut-être dire, je suis vraiment conscient qu'actuellement, les temps sont un petit peu durs. Malheureusement, les RPA avec soins, je trouve que le niveau de valorisation qu'on en fait, au niveau sociétal ou particulièrement dans nos rapports avec les services publics, c'est malheureusement pas encore à la hauteur du service que vous rendez. Les RPA, malheureusement, les gens ne voient pas l'importance dans le continuum de soins. Je rapportais que j'étais justement, il n'y a pas longtemps, j'étais en Hollande. Et là-bas, en raison des crédits d'impôt, des changements qu'il y a eu beaucoup de RPA qui ont fermé. Et dans le fond, ça a eu des pressions sur les soins à domicile. Puis ils n'ont pas été en mesure de le faire. Et j'étais en visite là-bas et qui je parlais, un monsieur là-bas qui était président d'une compagnie, il me disait, écoutez, moi, ma mère est chez moi là, parce qu'il n'y a plus d'RPA, ils ont fermé sur mon territoire. Les soins à domicile ne sont pas réussi à s'ajuster à l'intensité. Donc, on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a d'avoir les RPA dans notre continuum. Pour moi, c'est important d'avoir des options. Ça nous prend des organismes communautaires, ça nous prend des OBNL, ça nous prend des ESAT, ça nous prend le service public, évidemment. Mais le privé est important. Puis actuellement, on ne l'utilise pas. Je dirais que la population l'utilise à son plein potentiel. Malheureusement, les petits RPA ferment. Ça, c'est problématique. C'est majeur pour moi parce que les données probantes sont très claires sur le fait que les petits milieux de vie, c'est ce qui est le plus bénéfique pour les clientèles au niveau des soins. On en a plein sur le territoire québécois et on en perd par centaines dans les 5 dernières années. Donc ça, c'est un drame que malheureusement, personne ne semble s'en rendre compte de ça. Donc, pour moi, c'est peut-être le message à vos propriétaires, c'est-à-dire continuez. C'est sûr qu'un jour, dans le fond, on va mieux valoriser votre contribution à la société parce que moi, je la vois très clairement. Un grand merci, professeur Philippe Voyer, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation aujourd'hui. Bien, ça me fait grand plaisir.